Donc nous en sommes, Jackie, au stade du loup noir. Et néanmoins, partie conséquente de ce livre, pas majoritaire, mais c'est un bon morceau. Qu'est-ce que le loup noir? Ouais. Et on va poser la question d'ailleurs, pourquoi noir? Et pourquoi noir? Pourquoi noir et pourquoi loup? Pourquoi loup? On a répondu un petit peu à la question avec la parabole. La parabole des deux loups. Qu'est-ce que le loup noir? Eh bien, noir, moi, ça me parle beaucoup. Et j'aime beaucoup mettre ça dans cette couleur-là parce que c'est vraiment cet endroit où on est voilé, caché, dissimulé et aussi perdu dans l'ignorance, perdu dans la méconnaissance, la non-connaissance du monde. Pour moi, le loup noir, c'est justement cette partie de nous, attention, on l'a chacun, qui ne sait plus du tout qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il fonctionne, etc. Et donc, du coup, il y a comme une chape de plomb, on peut mettre tout un tas d'autres adjectifs, qui voile la conscience, qui voile la sagesse, qui voile la connaissance, qui voile même l'amour, pourquoi pas. Je veux pas dire que le loup noir n'est pas capable d'aimer, c'est pas ça. Mais son amour est souvent très teinté de plexus, et donc d'ego, et donc c'est plus de l'amour affectif que de l'amour compassionnel. Voilà, je m'arrête là pour l'instant sur cette couleur noire. Ok. Et la lecture de cette partie a été le souvenir le moins agréable du livre. Ah, pourquoi? Alors, très difficile. Une question de digestion. Ah, ok. Question de digestion. De transit. Ouais, de transit. J'avais du mal à digérer, à intégrer toutes les formes que peut prendre le loup noir. Ça m'a fait du bien de lire comme si je regardais ce que j'aime pas regarder en face, que là j'avais l'occasion de pouvoir le lire et de me plonger dedans. D'accord, non. Tu veux dire que dans ce magma chaotique, un peu comme si on était au fond du chaudron de nous-mêmes, en fait, malgré tout ce chaos-là, il y a quand même une sorte d'organisation et on peut quand même rentrer dans une forme de chemin. Malgré ce que ce soit labyrinthique, on peut s'y perdre, il y a quand même des strates, il y a quand même des niveaux, il y a quand même c'est ça que tu veux dire? Complètement. C'est ça que t'as compris? Ouais, c'est ça que j'ai compris. Et c'est vraiment ce que ton livre apporte. Il y a des structures, il y a des catégories, des grandes familles. Alors après, c'est pas, tout est pas cloisonné, donc on peut avoir un peu de ci, un peu de ça, telle dominante, tel mineur, de différentes formes que tu recenses. Là, je vois donc différentes postures qui peuvent être utilisées, exprimées par une forme du loup noir. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir les grandes formes dominantes entre le loup noir qui va être très fort, qui va être dans sa puissance et qui va aller au bout entre guillemets de moi ce que je vois comme une bêtise, mais parce qu'il va utiliser la force, il va utiliser l'argent, il va utiliser tout un tas de choses pour nourrir ses propres besoins, sans trop de conscience, sans créer de lien, sauf avec ceux qui peuvent éventuellement les aider. Mais en même temps, il y a aussi le loup noir qui, parce qu'il va être trop timide, il va pas oser, il va s'enterrer, et puis une fois qu'il est enterré, il va creuser encore plus profond, il va faire un trou dans le trou. Absolument. Et ça, moi, ça a été aussi une découverte en écrivant. J'avais l'impression que le loup noir était celui qui était l'emmerdeur, le chieur, le tyran, le dictateur, etc., etc. Et j'ai compris que non, et donc il y avait deux loups noirs, ce que j'ai appelé le loup noir complexé et le loup noir décomplexé, et qu'en fait ils étaient tous les deux dans le même niveau de perdition, mais sur les extrêmes du spectre de l'individualité, quoi. Ouais. Et en fait ils sont aussi perdus et aussi toxiques. Il y en a un qui est toxique pour lui-même essentiellement parce que lui il va pas être un prédateur, etc. Et l'autre il est toxique pour lui, mais aussi pour les autres, il en a rien à foutre du monde, il peut être dans le cynisme absolu, etc. Mais qu'en fait tous les deux sont les deux facettes d'une pièce gigantesquement souffrante. Ouais. Complètement. Donc ça c'est hyper intéressant d'avoir cette grille de lecture sur le monde qui nous entoure, le monde actuel. Oui, parce qu'on a tendance à dégommer les méchants. Oui. Et on dit rien sur les pauvres victimes mais qui s'enterrent eux-mêmes vivantes et qui sont dans le même déni quelque part de la vie. C'est pas la même façon d'y réagir, mais c'est le même déni. C'est ça, on est dans une logique de survie et chacun trouve la manière dont il peut pour
Bah, pour survivre, quoi. Donc, soit en s'effaçant, soit en critiquant aussi, on va être rebelle. C'est un petit peu plus loin dans le livre, je parle de différentes façons de réagir à la menace. Ouais. Hein, le monde étant vécu dans le loup noir comme un monde menaçant, agressif, douloureux, etc., incompréhensible, là, soit on réagit en l'attaquant, c'est-à-dire en se dressant dans le révolté ou dans le devenir menaçant à son tour, soit c'est dans la fuite, et donc du coup on tombe dans le noir complexé qui s'isole, qui s'efface, qui va créer son petit idéal personnel. Soit évidemment au milieu on a le gay là, on appelle ça l'immobilisme qu'on trouve beaucoup dans les situations de viol par exemple, la sidération, la fameuse sidération où on sait pas comment faire. Fuir c'est pas une solution, attaquer on n'a pas les moyens, les ressources, et donc on est là. Donc on est en mode bug et protection. Voilà. Et puis on a aussi beaucoup de monde, d'êtres. Oui, c'est ça, ça et voilà, il n'y a plus de courant, et on sait plus comment faire, et on sait bien que dans notre humanité, il y a beaucoup de monde aussi qui sont là, effarés de voir tous ces trucs, et pas accompagnés pour aider à grandir, pas accompagnés face à des monstruosités qui existent de partout. C'est douloureux, c'est difficile. Ouais, complètement. C'est ça, et le fait de l'être en victime, parce que forcément à un moment donné dans son histoire de vie on va être victime de ça, alors soit soi-même, soit d'autres personnes qui vont nous faire ou des événements. Des événements qui vont nous faire vivre ces expériences-là. Et donc on va vraiment pas avoir envie d'aller regarder du côté des bourreaux, donc on préfère rester dans la victime, tu vois, où j'arrive petit à petit. On va rester dans la victime en disant moi je vais pas aller regarder ça, mais au final en ne prenant pas soin de soi, ou au contraire en essayant de dire moi je sais ce que c'est, fais comme ci, fais comme ça, donc on va essayer d'aller vers le sauvetage de l'autre personne. En fait on est en train de se noyer, donc c'est le triangle de Cartman. Et toi, tu l'as un peu augmenté, toi. Auquel j'ai rajouté le révolté. Et donc du coup, j'ai appelé le charisme brume parce que je cherchais un nom et je trouvais ça sympa comment la brume est un lieu de perdition, etc. Comment on se perd dans tous ces rôles-là, victime, bourreau, sauveur, révolté, qui alimente nos corps de souffrance, qui alimente nos perditions, et aussi tout un tas de justifications. Mais qui sont toujours dans l'ego et toujours dans un manque de distance, un manque de clarification, et toujours un manque d'amour au bout du compte. Ok. De lucidité, de conscience. Alors, j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail. C'est un gros morceau très détaillé avec plein de différentes approches, les stratagèmes, les masques, etc. Enfin, qui décrit ça parfaitement. Alors c'est probablement ma nature peut-être trop positive, mais en même temps, je vais juste lire une partie qui est dans cette partie du loup noir. Donc on est bien d'accord, le loup noir, en fait, on en a tous en nous. On est obligé de le vivre d'une manière ou d'une autre. Éventuellement, peut-être dans celui qui dit qu'il en a pas. Voilà. Qui nous donne la preuve. C'est ça. Non, c'est pas qu'on l'a pas. Je sais très bien qu'il y a des êtres qui l'ont dépassé, qui peuvent aujourd'hui le regarder, savoir qu'il est là, mais ils sont pacifiés en fait. C'est ça. Et moi j'ai de l'espoir pour notre planète, les humains qui sont dessus. Alors ça va prendre des siècles, peut-être même des millénaires, mais d'aller petit à petit, imaginons aller dans 500 ans ou dans 1000 ans, que on naisse, qu'on soit petit garçon ou petite fille, qu'on naisse, et puis on dise t'as ça, t'as la colère, t'as de l'envie, t'as forcément envie de t'approprier les choses, et qu'on puisse décrypter, expliquer aux enfants, c'est normal et c'est ok, tu peux le vivre, mais qu'on puisse tout de suite causer au loup noir dès que les enfants être accompagnés dans nos frustrations, être accompagnés dans nos blessures, les blessures de reconnaissance, de non reconnaissance, d'ingratitude, d'injustice, d'humiliation. Voilà. La séparation qu'on a de notre maman, elle est biologique, mais ça reste une blessure qui va venir nourrir quand on est le frère aîné, qu'il y a la deuxième qui arrive et qu'on n'est pas content, et quand on est le deuxième et qu'on voit tout ce qu'a eu le premier, et qu'il y a le troisième qui arrive derrière, etc. C'est ça. Toutes ces compétitions-là, elles sont inhérentes à notre incarnation à la matière, et tant d'autres. Mais comment on les gère? Comment on fait avec? Alors donc, j'ai pas en fait une vision pessimiste du monde.
C'est-à-dire que le noir, il fait partie de nous. Il est un défi à notre conscience, des fois un défi à notre entendement et à notre compréhension. Mais il est comme un passage obligé ou un passage nécessaire pour nous purifier de nos scories et comme aussi comprendre ce que c'est ce monde de matière. Mais jamais une fatalité. Personne n'est condamné à rester dans cet état et dans ce niveau de conscience très bas, mais voilà, amené à au contraire grandir, progresser, s'éveiller, s'élever, se rencontrer vraiment et rencontrer justement cette part de lumière dont on parlait un petit peu avant. Voilà. C'est pour ça que souvent à la fin aussi des textes ou des chapitres, je mets cette petite graine pour dire ouvrez la fenêtre, respirez un coup et regardez aussi ce qui est beau, ce qui est magnifique. Ouais. On est aussi d'abord dans un monde de beauté. Ici, on s'est mis volontairement dans un espace en déconstruction ou en reconstruction, mais tout est possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce qu'on voit un chantier, la vie d'avant qui est partie, ou est-ce qu'on voit celle de demain qui va se créer, les peintures qui seront refaites, le toit qui reviendra, etc., etc. On en parle un peu plus loin. Ouais. Le regard qu'on pose sur notre lieu noir détermine aussi la perdition ou l'espèce de fatalité dans laquelle on reste enfermé. Est-ce qu'on prend du goût et du plaisir à vivre ou au contraire est-ce qu'on rend les armes et puis qu'on abandonne? Oui, c'est ça, parce que c'est le risque aussi c'est ça. Qui touche plein de gens, quoi. De lâcher prise et puis de s'en aller et puis de dire voilà, je mets fin à ma vie, moi je repars ailleurs pour trouver un autre Éden. Et on connaît ces tentations là de la fuite. Mais il y a il y a d'autres choses à vivre. Ok, bon, super, ça m'a donné une petite idée sur quand même rentrer dans un des aspects de ce chapitre. Donc il y a toujours ces tableaux qui viennent lister là par exemple sur le tableau des stratagèmes d'attaque qu'utilise le loup noir, il y a les là, on répond vraiment justement aux différentes réponses à la menace du monde, quoi. Et il y en a une moi qui m'a fait revoir totalement ma position par rapport à l'intolérance, au racisme et des choses comme ça. Là, c'était sur en fait, c'était plutôt sur la peur, l'ostracisme, le fait d'avoir de l'empathie pour ceux qui votent pour les extrêmes, parce que ils souffrent d'abord, et ils ont une peur. Oui, non, c'est vraiment important cette question parce qu'en fait, on remet toujours une sorte de culpabilité. Le méchant, c'est l'autre. Celui qui est dans l'erreur, c'est l'autre. Celui qui s'est fourvoyé, qui s'est trompé de chemin, c'est l'autre. Les athées disent que c'est les religieux disent que c'est les athées, et on monte on est dans un monde de dualité complètement dingue, quoi. Et en fait, quand on comprend que chacun a ses propres lieux de perdition, ses propres errances, et ses articulations de retour à lui-même, ok, c'est ok pour chacun. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord et de voter pour tout ça, mais en prenant un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, en comprenant comment nous on fonctionne, découvrir ça, c'est aussi un chemin de tolérance. Parce que la tolérance, elle est basée sur l'ostratisation, la différenciation de l'autre, le rejet. Et du coup aussi le rejet de ses propres lieux qu'on comprend pas. Si je refuse mon ombre à moi, je vais rejeter tous ceux qui ont de l'ombre. Si je refuse ma lumière en moi, je vais rejeter tous ceux qui ont de la lumière en eux. C'est basique. Mais ça, c'est un des principes super puissant de notre ego. C'est ne pas nous emmener dans des endroits qui sont trop dangereux. Ah, super. Parce que c'était la transition que j'avais. C'est la transition vers laquelle je voulais aller. Bon, tu décris plein de choses assez délicates, mais tu prends, alors si tu prends un grand parti pour effectivement, l'éveil, prendre soin de soi et puis d'accepter toutes les parts qui sont en soi, mais tu t'es jamais dans le jugement, dans la critique, puis tu donnes jamais de conseils. En fait, il y a pas de conseils à suivre. Et donc, je vais juste citer l'endroit où, en fait, c'est le seul endroit du livre où tu en donnes un, où tu te poses en juge. Mais bon, tu te rappelles peut-être de quoi je parle, mais ça va être intéressant parce que ça fait le lien avec ce sur quoi tu termines. Alors là, donc, tu tiens à préciser ici, à cette partie du livre, qu'en aucun cas il n'est moral de souhaiter du mal ou une épreuve quelconque à quelqu'un sous prétexte qu'il évoluera plus vite. Ça va lui faire du bien, ce divorce, ou cette maladie qui va lui permettre de comprendre qu'il passe à côté de la vie, etc.
bien fait pour lui. Donc tu dis non. Donc c'est pas bon qu'un peuple soit opprimé pour son salut ou son évolution. Ce serait là encore quelques stratagèmes et voiles hideux portés par nos loups noirs pour justifier l'injustifiable, et nous ne devons jamais entrer sur ces chemins-là. C'est le seul conseil que tu donnes sur tout le bouquin. Ouais, parce que la seule limite. C'est un terrain trop glissant. Ouais. Je sais combien il est parfois sage de laisser quelqu'un tomber et de le laisser tomber encore et tomber encore pour qu'il aille jusqu'au bout de ses propres processus et besoin de compréhension, mais en aucun cas on ne peut accélérer sa chute ni mettre le pied en travers pour qu'il tombe plus rapidement. Et la limite est très fragile entre l'acceptation de la chute et l'accompagnement. Oui. Ou créer la chute de l'autre. Ouais. Et là, c'est au niveau du cœur, je vois tout à fait la limite et c'est très 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 dangereux. Ouais, c'est ça. Il y a des dérives qui peuvent arriver dans tous les pratiques ésotériques. La maltraitance, ouais. L'éducation par la maltraitance, non. Non. Ouais. Ok. Dis-le comme si tu l'avais écrit. Daniel Meroy a dit: l'ombre est au service de la lumière et le divin permet sa présence afin de réveiller en nous ce qui sommeille encore. Oui, parce que en fait, on bute souvent contre l'ombre. Enfin, moi-même, je l'ai tellement honni, rejeté comme étant une partie insupportable en moi-même. Et donc, du coup, en essayant de m'élever dessus, d'ailleurs, dans ce que on pourrait appeler l'ego spirituel et tous ces mondes d'illumination, on est plus grand. Et en fait, non, elle a aussi son rôle. Tant que nous sommes dans des formes d'immaturité, on va la rencontrer, on va la trouver ici ou là, sur un trottoir, dans une rencontre avec quelqu'un qui nous double un peu trop vite ou autre, ou dans des petits désirs inassouvis. Voilà. Et c'est simplement en allant, c'est pas simple, peu à peu, progressivement, en allant les rencontrer, ces parties hideuses, etc., qu'on les cultive et qu'on arrache peut-être peu à peu ces mauvaises herbes de soi. Mais le fait de vouloir dire non, je refuse, l'ombre ne sert à rien, elle n'a pas de sens dans ce monde, c'est pas du tout dans la justesse de ce qu'il est. Le monde est un équilibre entre la lumière et l'ombre, le parti obscur et le parti lumineux, et l'une ne va pas sans l'autre, et chacune a des pouvoirs, chacune a des forces. Et l'idée, c'est vraiment une co-création entre les mondes, sans vouloir non plus, et ça je peux pas non plus valoriser les parties obscures en disant bah vas-y, vautre-toi dedans et là tu vas y trouver joie et plénitude. C'est pas ça non plus. Oui. Mais t'es masochiste. Mais l'ombre est au service d'un dessein infiniment plus grand qui nous échappe complètement. Nous perdus ici, on a perdu la connaissance et l'origine de cette réalité-là. Ouais. Elle est grandiose, énorme, gigantesque. Elle a été créée par des grands êtres de lumière, beaucoup de sages qui se sont réunis pour créer cette expérience-là. À nous de la vivre au mieux possible. Ouais, il y a une partie qui me plaît bien dans ce loup noir, c'est les masques. Ok. Ah. Les masques du loup noir, ce sont tous ces travestissements que l'ego utilise sans même s'en rendre compte et sous lequel il se cache ou sur lequel il se dissimule. Et quand d'avoir écrit ces masques-là, d'avoir identifié tout un tas de processus comme ça, c'était pour moi très intéressant parce que je me voyais dans tel masque et dans tel masque en fonction de telle ou telle situation. Si je suis avec quelqu'un qui est un peu plus faible que moi, j'ai l'impression de grandir et d'avoir l'enseignant, d'avoir etc., etc. Si je suis quelqu'un avec qui j'ai un peu peur parce qu'il m'impressionne, bah tout à coup je vais être un peu dans mon ego subordonné ou obéissant ou soumis. Bon bref, et en fait ce sont tout un tas de facettes qu'on utilise en fonction des situations et qui sont révélatrices de notre capacité d'adaptation gigantesque que nous permet aussi notre ego et aussi ces parties un peu reculées. Mais c'est complètement fascinant d'en prendre conscience et du coup de les voir avec un petit peu de recul, un petit peu de bienveillance aussi, de dire ah bah voilà, ok, c'est moi. Là je suis en train de rentrer dans mon ceci, dans mon cela. Voilà. Ne plus être dupe. Bon, parce qu'on joue avec soi-même. Carrément. Voilà. Et
Donc sur le loup noir, donc tu as identifié plein de masques, tu as identifié donc plein de stratagèmes qu'on a un peu vu, les saboteurs, le loup noir complexé, décomplexé. Bon, on a fait le tour. Je voulais vérifier qu'on avait un peu abordé tout ce qui, la richesse qu'il y avait, y compris les emmerdeurs, la plainte, les prétextes, voilà, tous ces trucs qu'on utilise, des artifices qu'on utilise pour survivre, pour vivre, pour essayer de trouver sa place. Jusqu'au monstre aussi, et jusqu'à la descente dans les enfers, dans nos enfers intérieurs. Voilà, et que tout ça, c'est un chemin d'enseignement pour l'humain quand il le regarde. Donc ça me fait penser quand je discute avec des personnes sur leurs plus grandes difficultés, leurs blocages, etc. En fait, moi, je leur donne l'image en disant, imagine ta colère, ta peur, ton agacement. Imagine que c'est un panneau indicateur, un panneau de signalisation qui dit ta plus grande ressource est dans cette direction-là. Et elle est tellement énorme qu'en fait, on t'a mis plein de panneaux stop, de peur, de choses comme ça. Et plus ça sera difficile à surmonter, plus ce sera intéressant. Il y aura quelque chose d'ultra intéressant à récupérer, à réouvrir derrière, quoi. Et ça, c'est clair. Nos plus grands obstacles sont nos plus grands tremplins d'évolution. Ouais. Ça, c'est absolument clair. Quand on va au bout et quand on les assume. Ouais. Bien. Bravo. Ouais. Ah oh.